table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, la commission de préparation des événements commémoratifs de 2015 a tenu sa grande réunion, la 4e en Arménie cette semaine, sous la présidence du président Serge Sargsyan. Le président du Raraparpako Sargsyan, les deux catholicos, Karekin II et Aram Ier, ainsi que les représentants des partis politiques, organisations, dont ceux du CCF en France, assistaient à cette réunion plénière, durant laquelle un slogan et une emblème du centenaire ont été présentés. L'information principale reste tout de même l'invitation lancée par le président arménien à son homologue turc de venir en Arménie le 24 avril 2015. Nos invités, Alexis Govsian, président de la mission 2015 en France, et Harut Mardirosyan, référent Île-de-France de cette mission, nous présenteront les détails de cette réunion et les projets en préparation en Arménie, dans le monde, et surtout, nous allons faire un retour sur ce qui est préparé, qui se prépare pour la France, j'allais dire pour 2015, mais déjà à partir de 2014. Merci Alexis Govsian et Harut Mardirosyan d'être avec nous. Merci à vous. Alexis Govsian, commençons déjà pour nos auditeurs, parce que tout le monde ne sait pas qui assiste à ces réunions au-delà des catholicos, des présidents. Comment cette commission est montée, depuis quand travaille-t-elle et quel est surtout l'objectif fixé par cette commission? En fait, cette commission a été mise en place par le président Sargsyan à partir de 2011-2012 pour réunir la nation arménienne autour de la question de la préparation des 100 ans du génocide en 2015. Effectivement, comme vous l'avez dit, dans la commission présidée par le président de la République d'Arménie, il y a également le président de la République du Haut-Karabakh, les deux catholicos, le catholicos de tous les Arméniens et les catholicos de la grande maison de Cilicie. Il y a les principaux membres du gouvernement, le Premier ministre et l'ensemble des ministres concernés. Il y a les institutions de l'Arménie avec le mémorial du génocide, dont d'ailleurs le directeur et le secrétaire de cette commission qui a été mise en place 2015. Et par ailleurs, en plus de cela, il y a tout le travail qui est organisé en lien avec les partis politiques historique et traditionnel, avec le parti Tashnak Tsutyun, Ramgaval, Hunchakian. Il y a l'UGAB et les principales organisations concernées sur le plan de la diaspora. Ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il s'agit d'une commission qui représente la nation arménienne, aussi bien en Arménie qu'en diaspora. Arménie, diaspora, Artsakh, y compris dans la composante de l'Église, sont toutes représentées au sein de cette commission, qui a son calendrier, son travail, qui est organisé depuis 2011-2012, avec le secrétariat assuré par Haïk Demoyan, directeur du mémorial et du musée du génocide de Dizel-Nagapert. Et la particularité de cette réunion, cette fois-ci, de cette conférence mondiale, c'est que au-delà des membres de la commission qui se réunit régulièrement, qui se réunit tous les 6 mois, avec un calendrier déjà préétabli, cette fois-ci, il y avait également l'invitation lancée à toutes les Mission 2015, appelons ça comme ça, puisque oui, c'est plus simple. C'est comme ça que ça s'appelle en France. Ça s'appelle comme ça en France, à toutes les missions 2015 de tous les pays où les dispositifs sont mis en place par les organisations arméniennes en lien avec les ambassades et les représentants des églises. Alors justement, on va parler de cette coordination possible parce que on peut imaginer que chacun dans son coin, chaque communauté a préparé des projet assez intéressant et vous allez nous raconter tout à l'heure comment profiter, bénéficier ou faire des échanges pour faire bénéficier des autres de ce que vous avez pu préparer pour la France. Harut Mardirosyan, il est important de donner une certaine idée de comment ça se passe, la réunion. Est-ce que on est dans la participation ou est-ce que on est dans l'écoute en tant qu'invité de l'extérieur? On est surtout dans l'écoute parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont présentées, beaucoup de choses. Alors à la fois des choses très très intéressantes et d'autres qui parfois le sont un peu moins. C'est surtout très riche de
d'entendre les différents pays exposer leur approche, de voir que finalement on s'est pas trompé parce que nos propres idées sont également celles d'un certain nombre d'autres pays, etc. Retenir des idées nouvelles qui ont pu apparaître ou germer à tel ou tel endroit, et puis se coordonner parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font pendant la réunion, mais il y a énormément de choses qui se font en dehors de la réunion par des relations bilatérales. On est allé voir nos camarades d'Amérique latine, du Canada. Le Canada, pourquoi ? Parce que il y a une forte présence, notamment en zone francophone à Montréal, et que il était logique que la France et le Canada puissent, par exemple, se coordonner, que lorsqu'il y a une exposition qui est rédigée en français, elle puisse être réutilisée. Ça, on va en parler, voilà, pour voir vraiment les bonnes idées qu'on peut nous ici prendre. Et donc il y a énormément de choses. Et puis même dans la relation avec les ministres, on peut approcher les ministres concernés, que ce soit celui de la culture, celui de la diaspora, celui des affaires étrangères, et pouvoir avec eux avoir un relationnel et exposer un certain nombre de soit de difficultés, soit de problématiques, etc. et pouvoir avoir un retour. Nous, on est allé voir en bilatéral le VA Parc à Arequín 2 parce qu'on a une partie du programme qui est avec l'Église. On est allé voir, on a eu un entretien avec Raïk Desmoyans parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec le musée du génocide. On a vu également Monsieur Nalbandian, le ministre des Affaires étrangères. On a discuté un peu de certaines approches avec lui, etc. Donc c'est cette occasion-là. C'est pas simplement les discours, c'est aussi tout ce qui se passe dans les intersessions, les relations bilatérales qui peuvent être faites. Alors, Alexis Goffsian, on va parler des programmes, du programme de cette grande commission qui coordonne l'ensemble des événements commémoratifs. Mais juste pour nos auditeurs, pour comprendre qui décide, qui prend la décision. Est-ce que c'est l'État arménien qui décide d'une chose et vous êtes là à prendre des idées ou à ne pas les prendre, à vos devoirs par la suite, ou vous êtes aussi durant l'année dans la participation, vous êtes concerné dans les sollicités ou pas? Pardon. Nous sommes effectivement plus que sollicités parce que nous avons accompagné les préparatifs de 2015 et les idées qui ont été préparées, mises en œuvre en France, ont notamment été en partie ou en totalité ont été utilisés dans le cadre soit de l'Arménie, soit de relations que nous avons avec d'autres pays. Donc, je crois que là, il faut rappeler la véritable coordination et la collaboration que nous avons avec les autorités arméniennes, que ce soit en Arménie ou au niveau de l'ambassade. Donc, il y a un travail qui est très collaboratif et dans un cadre de partenariat complet, puisque nous avons les mêmes objectifs et la même façon de faire. Ce qui est important, des réunions comme celle qui avait lieu à Yerevan, donc il y en avait deux, hein. Une la veille avec le ministère de la Diaspora, où effectivement tous les pays présentaient leur programme. Le lendemain avec la commission présidée par le président Sarkissian, où il y avait très peu de pays qui présentaient leur programme, dont la France, ce que nous avons fait. Et parce que la France était choisie comme le premier pays à présenter son programme, parce que nous avons un programme complet, il faut le dire, grâce à toute l'équipe. On va en parler tout à l'heure, oui. Et puis tous les référents dans toute la France, toutes les équipes, les organisations. Mais ce qui était important, c'était l'ambiance, la force que tout cela peut dégager, comme quoi la nation arménienne est véritablement unie et qu'il n'y a pas de division du tout. Il y a une vraie union, une vraie collaboration, un vrai sentiment d'appartenance à la même chose arménienne qui est autour de 2015. Et là, c'est quand même très fort de voir les autorités, les églises, y compris catholiques, y compris évangéliques, les organisations, les pays, leurs représentants, tous unis, parler de la même chose, de la même façon, avec des mots et des programmes différents, mais de la même, en tous les cas, approche. Ça, c'était quelque chose de très fort, très intéressant, très important. C'est rare de voir de telles choses. On a vu des conférences Arménie Diaspora, on a eu des dissonances, on a eu des problèmes, des critiques, ce qui est logique dans un cadre de débat démocratique. Mais là, avoir la même appartenance et le même mouvement qui se met en logique, je dirais, de préparation, ça c'était quelque chose de très important. C'est un sentiment,
En tout cas, il faut l'avoir vécu et c'est très fort. Tout le monde est là et on se prépare. On se met en mouvement. Un sentiment de fierté d'être là, d'accompagner l'histoire aussi. D'être là parce que de voir que, comme disait Harold, au Canada, au Liban, aux États-Unis, en Amérique latine. Amérique latine, c'est non seulement l'Argentine, mais c'est aussi le Chili, c'est aussi le Brésil, mais la Russie, tous ces pays où le Japon. Une organisation d'amitié arméno-japonaise représentée par un japonais, un monsieur de très haut niveau. Donc voir tout ce monde se mettre au diapason autour de 2015 pour se rappeler, se souvenir, parce que ça sera en tous les cas la mémoire comme credo, mais aussi d'exiger, de demander, de revendiquer, de demander la justice, la réparation. Tout ça, tout le monde disant la même chose, les mêmes approches, c'était quand même très fort. Il faut le souligner, il faut le rappeler pour les auditeurs, parce que nous avons toujours tendance à avoir le verre à moitié vide. Et là, c'était organisé, en tous les cas, avec vraiment une telle maestria que c'était intéressant à souligner. Alors, parlons de l'objectif. Si nous parlons de 2015, si c'est du deuil, si c'est de la commémoration, si c'est de la revendication, qu'est-ce qu'on cherche en tant que nation à dire? Quel est le message qu'on veut transmettre à l'humanité et aux Turcs, mais aussi à nous-mêmes à l'occasion de 2015? Est-ce que le mot d'ordre est donné et clarifié? Le mot d'ordre, oui, a été en quelque sorte clarifié. Il doit être encore bien assis. Parce qu'il doit être diffusé, mais je vais le dire en arménien, comme ça on va pouvoir le traduire ensuite en français. Hishumem yeban chumem, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la commémoration, la mémoire, le souvenir de la mémoire des victimes, mais aussi Baranchumem, c'est-à-dire je revendique, j'exige, je demande justice. On est en train de caler la version en français, ça sera plutôt mémoire et justice parce que c'est plus facile à expliquer, mais on est bien dans la même logique à la fois de se souvenir, parce que c'est 2015, parce que c'est les 100 ans, parce que c'est 1 500 000 de victimes, mais aussi de dire à la Turquie, vous devez reconnaître, vous devez réparer les conséquences. Et ça, c'est quelque chose qui est donné, je dirais, comme mot d'ordre sur le plan mondial. Et c'est ce qui est ressorti comme principal enseignement, en tous les cas de conséquences de cette réunion qui avait été organisée à Yerevan, indépendamment des outils de communication, de myosotis comme celui que nous avons là. Alors, pour ceux qui vont nous regarder nous en parlerons. Sur notre site internet, vous savez, toutes nos émissions de Cartes sur table sont filmées, que vous pouvez regarder sur notre site radio-ipfm.com. Alors, là, on va avoir une démonstration. Voilà, ça sera donc myosotis pour la vidéo. Alors, expliquez-nous dont on expliquera la symbolique. Mais là, je laisse Harold, puisque les questions de communication font partie de ce qu'il fait. Donc, le myosotis, Harold, tu as la parole. Le myosotis, c'est une fleur qui pousse en altitude. Elle a 5 pétales qui représentent les 5 continents où se sont éparpillées la nation arménienne. La couleur mauve s'explique par la chrétienté la spiritualité de cet acte. Elle comporte également... Parce que c'est vrai que c'est une couleur qui est très utilisée dans l'église arménienne apostolique. Elle comporte en son centre un rappel du dixième Ganapert et des insignes en rond qui sont dans les chœurs des églises, etc. Donc voilà à peu près le sentiment, la volonté. Cela correspond. Pourquoi avoir choisi une fleur ? Parce que ça revient pour des cérémonies comme pour les cérémonies de la Première Guerre mondiale, aux coquelicots anglais, aux bleuets français, aux autres fleurs qui sont portées à la boutonnière à l'occasion de ces commémorations. Et je dois dire également que ce soit le slogan ou que ce soit ce logo-là, il n'est pas exclusif
de logos et des slogans qui vont être choisis dans chacun des pays. Parce que justement en France, il y a déjà un logo Mission 2015. Oui, tout à fait, mais il existe depuis un moment. Il a existé et qui a été utilisé d'ailleurs par le ministère de la Diaspora et qui continue à l'être utilisé. Alors justement, la question se pose. Alors juste, ne faudrait-il pas pour compléter, oui. Il y a un point noir dans cette fleur qui est en fait le passé qu'il ne faut pas recommencer. La tristesse, la mort, avec 1915. Mais aussi, vous avez tout le côté jaune, tout le côté orange de l'éternité. À partir du noir, aller vers l'éternité dans le cadre de ce travail qui est organisé, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu symboliser à travers cette représentation. Je crois que c'est important à le dire et à le répéter parce que tous ceux qui auront à le porter, j'espère que nous serons très très nombreux en France et dans le monde. Il faudra qu'ils l'expliquent également à tous ceux qui vont poser la question. Alors justement, je voulais vous poser la question, ne faudrait-il pas se dire, nous avons notre logo en France, c'est vrai, mais on peut très bien s'en passer, on peut le mettre de côté pour que partout dans le monde, d'une même voix et d'une même couleur, avec la même symbolique, on puisse porter cette fleur tous ensemble, partout dans le monde. Nous y arriverons peut-être un jour, mais c'est pas encore le cas parce que comme on disait, il faut l'expliquer, la symbolique. Et nous avons un logo en France qui a été préparé par Asdim Minassian, qui est très explicatif, qui est très pédagogique. Vous avez le 1915-2015, génocide arménien, avec une façon d'organiser le logo, la fracture qui fait en même temps l'avenir vers lequel on va, qui est assez bien expliqué. C'est-à-dire que lorsqu'on montre le logo en France à quelqu'un, le logo français de la mission 2015, il est suffisamment explicatif, il parle tout seul. Donc c'est quelque chose qu'il faut maintenir au moins pendant tout le temps de la labellisation. Celui-ci, il a le mérite d'être mondial, mais en même temps suffisamment, et peut-être même un peu trop symbolique, qu'il va falloir faire entrer dans les esprits. Entre-temps, ce que l'on peut faire, ce que l'on voyait avec Harut lors d'une réunion pas plus tard qu'hier, c'est peut-être adapter les couleurs du logo français aux couleurs du myosotis pour essayer aussi d'harmoniser les rappels de couleurs et puis rester dans les symboliques. Mais on verra ça dans les jours et semaines qui viennent. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Les deux ont leur existence. D'ailleurs, dans d'autres pays aussi, il y aura sans doute des logos. Nous avons besoin de le symboliser et compléter petit à petit jusqu'au moment où les deux feront sans doute un, mais nous en reparlerons. Alors, est-ce que vous pensez que... Je posais la même question à Haïk Demoyan, qui était notre invité il y a quelques mois. Une réunion tous les 6 mois, alors qu'on est à 1 an seulement du génocide, ça n'est pas peu. Pour l'instant, à 1 an du génocide, on ne sait pas vraiment trop ce qui se prépare à l'échelle mondiale. On ne sait pas quelle est l'ampleur, on ne le voit pas encore. Est-ce que ça viendra? Mais on n'a pas l'impression que on fait quelque chose de monumental, de gigantesque. Quelle est votre impression à vous? En fait, je crois qu'il faut bien souligner les différents aspects. Il y a une réunion plénière telle qu'on a eu la semaine dernière. Cette réunion plénière, elle réunit, je vous ai dit, un nombre incalculable de représentations, d'institutions, de gouvernements, etc., et qui ne peut pas être organisé tous les mois ou tous les 2 mois. Ça n'aurait pas de sens. On n'est pas en Conseil des ministres. Donc ça veut dire qu'il y a des petites commissions qui travaillent entre-temps. Par contre, entre-temps, il y a d'autres réunions, ne serait-ce que sur le plan des continents, parce que, par exemple, nous avons eu une réunion avec, nous y étions allés avec Harut et Aratoranian à Bruxelles, il y a quelques semaines de cela, où nous avions, dans le cadre des pays d'Europe, échangé avec les représentants de l'État arménien et aussi le secrétaire de la commission avec Haïk Demoyan. Et d'autres réunions de ce type, entre-temps et dans l'intervalle, sont organisées, si on prend le cas de la France par exemple, très régulièrement avec l'ambassade, avec les églises,
avec le CCAF, surtout dans le cadre du CCAF, des organisations à Paris, mais pas seulement à Paris, en province, mais pas seulement en province, dans le cadre du Conseil national, très régulièrement. Ce qui fait que, si vous voulez, il y a plusieurs paliers, plusieurs façons d'organiser. Mais la réunion plénière de la commission, mondiale de la nation arménienne, voulue par le président Sarkissian, c'est quelque chose qui ne peut s'organiser que tous les 6 mois, et une fois que le reste a été réalisé dans les villes, dans les régions, dans les pays, dans les continents, et que tout ça peut s'agréger autour d'une même problématique. Alors, on a vu dans le message qu'on parle du souvenir, de la mémoire, je n'oublierai pas. D'ailleurs, c'est la fleur aussi en anglais, sa traduction, will not forget. Never forget. Never forget. Donc c'est aussi la symbolique de cette fleur, mais aussi cette revendication. Donc le message est clair. Maintenant, quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qui va se passer d'ici 1 an? Et je ne dis pas jusqu'au 24 avril 2015, on peut aller encore plus loin. Mais après 2015, qu'est-ce que le monde aura compris? Qu'est-ce qu'on aura obtenu? Aussi bien symboliquement, aussi bien psychologiquement, parce que nous, les Arméniens, on a besoin que le monde nous comprenne mieux dans notre souffrance et dans notre revendication, mais aussi politiquement. Quel est l'objectif? Si vous voulez, politiquement, je crois qu'il y a déjà quelque chose de très important qui est parti de la France, et qui va être un moment très fort, grâce à l'implication et l'engagement du président de la République, François Hollande, qui est la présence de présidents de principales puissances ou pays le 24 avril au mémorial du génocide à Erevan, avec des personnalités sans doute spirituelles et d'autres qui seront également présentes. On parle de la présence du pape. Vous avez on évoque la présence. On l'évoque vraisemblablement, mais ce n'est pas encore quelque chose d'acté. Il a répondu comme quoi il serait ravi d'y être, mais c'est tant que ce n'est pas acté, tant que ce n'est pas explicitement confirmé, comme l'a fait le président de la République François Hollande, et à Paris devant la statue de Gomidas le 24 avril, et à Yerevan lors de la visite d'État, on ne peut pas dire que le pape ou quelqu'un d'autre sera là. Mais on l'évoque de manière très forte comme une présence globale avec des chefs de pays, de puissance, et aussi le pape et d'autres sans doute. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce message, c'est un message du monde entier qui est autour de la cause arménienne. D'ailleurs, le président Serge Sarkissian l'a dit dans son allocution. J'ai lancé une invitation à plusieurs chefs d'État pour être ici en 2015 et pour certains spécifiquement le 24 avril. Donc, tout à fait. Les invitations. Il a même souhaité que c'était, je crois, très fort diplomatiquement que le président de la Turquie, en tous les cas celui qui sera élu, se joignent également aux autres présidents. On va y revenir parce que c'est vrai que cette invitation, elle peut être considérée comme très intelligente, elle peut être considérée par d'autres comme dangereuse parce que la Turquie peut manœuvrer comme elle l'a fait avec l'invitation à l'occasion du match de foot Arménie-Turquie. Mais je voudrais quand même insister sur les objectifs à atteindre. En 2016, est-ce que des millions de Chinois, de Japonais, d'Allemands, d'Américains, d'Uruguayens vont connaître un peu plus ce qui s'est passé en 1915? Ça fait partie, c'est un des objectifs. Et pour permettre cet objectif, cette réunion a eu déjà la volonté de clarifier les objectifs politiques à atteindre. Comme le dit Alexis, le fait de dire nous, on va organiser, de faire en sorte que les plus grands représentants de ce monde, que ce soit par des pays ou par des organisations internationales comme le secrétaire général de l'ONU, etc., soient présents le 24 avril 2015 et, entre guillemets, instruction a été donnée à la fois aux ambassadeurs dans les différents pays, aux autorités religieuses dans les différents pays, aux organisations dans les différents pays d'œuvrer pour faire en sorte que ceci soit une réussite. À côté de ça, il y a tout un certain nombre de manifestations culturelles, éducatives, etc.,
pour faire connaître la question du génocide des Arméniens, pour faire connaître le peuple arménien et faire en sorte que justement cette apathie, ce sentiment d'appartenance, de solidarité avec le peuple arménien, pour que justice puisse lui être rendue, apparaisse, et l'ensemble doit venir porter vers l'État criminel pour que lui fasse l'acte qu'on attend de lui, l'acte de repentance, de reconnaissance et d'engager le processus de réparation. Et donc chacun, ce message-là, cette thématique-là est complètement maintenant partagée par l'ensemble des pays et va permettre à chacun de pouvoir avancer dans son programme autour de ces thématiques-là. Alors, parlons juste comme exemple, par exemple, il a été dit, nos manifestations, tout ce qui tourne autour de 2015, ne les faites pas à l'intérieur de vos propres cercles, de vos propres maisons de la culture, de vos foyers arméniens, etc. Ouvrez-vous, allez vers la population de vos pays, faites organiser des choses à l'intérieur même de ce pays. Vous voulez faire un concert, etc. Ne le faites pas dans vos MCA. Trouvez une salle philharmonique et faites en sorte, et vous verrez, pour attirer également, faire connaître votre culture, votre musique à l'ensemble de votre pays. Alors, la question qui se pose, parce que la diaspora, c'est très souvent des structures traditionnelles avec des gens, des bénévoles qui travaillent et qui ont travaillé peut-être pendant 30, 40, 50 ans pour certains, mais parfois, certains parlent de ghetto, le terme que je n'aime pas du tout, mais on reste fermé parce qu'on parle du développement de notre identité à l'intérieur, chez nous-mêmes. On n'a pas souvent cette volonté de s'ouvrir, et là, ce que vous dites à Haute-Mardi aussi, c'est très important, très intéressant. Maintenant, comment faire pour que réellement on puisse faire des coups d'éclat? Ça, c'est le principe philosophique que nous avons fixé en tous les cas en France, qui a été d'ailleurs rappelé à Yerevan, pour les autres pays comme exemple à organiser. Nous souhaitons travailler, comme le dit Harout, très clairement dans les institutions françaises, aussi bien sur le plan politique, Parlement, conseils régionaux, collectivités, que dans les grandes institutions, le théâtre du Châtelet pour le concert de l'UGAB, le Sénat pour le colloque du CDCA, sur les réparations. Donc, tout est fait en dehors du dispositif arménien, d'une part, et d'autre part, parce que, peut-être que nous parlerons tout à l'heure des principes de 2015 en France et notamment de 2014, la question de l'amitié franco-arménienne est mise de telle façon en exergue que nous travaillons avec des organisations françaises, avec toutes celles et tous ceux qui peuvent travailler avec nous pour rappeler le travail qui doit être fait dans un cadre global. 2015, le génocide, c'est notre histoire, notre mémoire et notre revendication, mais c'est aussi universel. Donc nous travaillons aussi bien avec le mémorial de la Shoah, il y a des programmes, sur des expositions, il y aura le Rwanda, des questions œcuméniques avec différentes communautés chrétiennes, juives, musulmanes. Donc si vous voulez, il y a un travail très global qui est organisé, qu'il faut absolument réussir pour dire après, en 2016-2017, que cette partie de la pédagogie ou de la diffusion de l'information a aussi été réalisée. Les deux doivent aller ensemble, sans oublier bien sûr la revendication principale qui est de la reconnaissance par la Turquie du génocide et de la réparation des conséquences de ce génocide. Mais tout ça s'accompagne dans un cadre politique. Alors, permettez-moi de rappeler nos auditeurs qu'ils pourront nous appeler à partir de 11h au 01 43 53 20 74, 01 43 53 20 74, justement pour vous poser des questions, ou alors apporter des idées, des suggestions, aussi bien pour l'action globale à travers le monde ou pour Mission 2015 en France. Revenons à l'invitation lancée par le président arménien à son homologue turc. Vous l'avez dit, il y aura des élections en Turquie. On ne sait pas si ce sera encore Gül ou peut-être Erdogan ou peut-être encore quelqu'un d'autre. Ou un militaire. Ou peut-être, oui, un militaire. Mais en tout cas, l'invitation est lancée pour que le prochain président de Turquie vienne
le 24 avril en Arménie pour faire face à l'évidence historique et qu'il voit de lui-même que arrêtez de nous parler d'ouverture d'archives, les archives sont ouvertes, qu'est-ce que c'est cette mascarade que vous nous lancez à chaque fois et venez voir de vous-même, rentrez dans nos familles arméniennes, allez dans la diaspora, demandez-leur, je reprends un peu le discours du président de la République d'Arménie, allez voir dans les communautés arméniennes et posez-leur la question pourquoi vos aïeux sont venus dans ces pays-là. Et là, vous allez comprendre l'évidence du génocide. Mais malgré tout, venez voir ce qui se passe le 24 avril en Arménie. Alors, c'est assez fort comme message, déjà en 2014, mais politiquement, est-ce qu'il y a un risque, selon vous, d'une reprise comme ça a été fait? Permettez-moi de rappeler que en 2008, quand Serge Sarkisian a lancé l'invitation à Gül pour venir en Arménie pour assister au match de foot, et on a parlé de la diplomatie de foot à l'époque, c'était très fort, c'était très courageux. Sauf que le monde entier a considéré que le courage était du côté d'Abdullah Gül et de la Turquie qui ont admis de venir en Arménie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque ici? Honnêtement, je crois pas. Je crois pas parce que nous ne sommes pas dans le cadre d'un match de football ou d'une diplomatie ou d'une relation diplomatique de négociation, mais nous sommes le 24 avril 2015, le jour de la commémoration des 100 ans du génocide. Et le 24 avril 2015, si toutefois, mais je doute fort, mais si toutefois le président turc, quel qu'il soit, se rendait à Yerevan, à Diyarbakır, à côté du président Sarkisian, du président Hollande et des autres présidents et autorités spirituelles et organisationnelles mondiales, s'il était là pour commémorer le génocide de 1915, donc le 24 avril 2015, la question serait, je crois, plutôt comment il expliquerait ça chez lui à la population à laquelle ils ont menti depuis 100 ans. Je crois que là, il y a une reprise en main diplomatique, politique très forte de la part de l'Arménie qu'il faut saluer, parce que très souvent et pendant des années, nous avons eu à réagir devant les attaques sournoises diplomatiques de la Turquie. Il a fallu à chaque fois ramer, comme on dit, pour dire mais non, commission d'historiens, pourquoi commission d'historiens, etc. Nous avions raison, mais nous avons toujours réagi. Et là, nous sommes dans l'action, dans la proposition, dans la main tendue, si toutefois cette main était récupérée, parce que au lieu de nous sortir la veille du 24 avril des condoléances une année, comme ils l'ont fait là, d'ailleurs, il a dit, Serge Sarkisian, il faut, pour se débarrasser de ce fardeau, il faut reconnaître le génocide et ne pas nous lancer des demi-mesures, faisant justement allusion aux condoléances. Qui ne sont pas comprises. D'ailleurs, ça a été, il y a eu un flottement sur le plan international parce que avec les condoléances, les gens ils ont cru que la Turquie reconnaissait le génocide, etc. Mais enfin, après alors, les choses sont organisées. permettez-moi, Alexis Gossian, ici de rappeler que il y a 2 jours, ce jeudi, Ahmet Davutoğlu expliquait en répondant à une question d'un député turc qui posait la question comment vous allez faire pour 2015, le 24 avril, etc. Il a expliqué que nous avons toute une stratégie globale, académique, juridique. Il y a l'académie diplomatique du ministère qui travaille là-dessus. Même la diaspora turque est engagée dans ce processus pour contrer toute nouvelle revendication de reconnaissance à travers le monde. Ils suivent de près donc le travail de la commission qui est présidée par Serge Sarkisian, donc cette commission et cette réunion à laquelle vous avez assisté. Et il ajoute à la fin, d'ailleurs, la lettre de condoléances de Recep Tayyip Erdogan le 23 avril dernier s'inscrit dans cette logique de prévention. Tout à fait. Prévention d'une reconnaissance. Oui, non mais tout à fait. D'autant plus que 2 jours après cette lettre de condoléances, le même Recep Tayyip Erdogan expliquait aux membres de son parti, en tous les cas au cadre de son parti, que génocide,
Mais il n'y a pas eu de génocide, sinon il n'y aurait pas d'Arméniens en diaspora. C'est le cynisme avec lequel il approche et l'insulte qu'il est en train de commettre à l'égard du peuple arménien, y compris aujourd'hui. Donc, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Ils ont leur logique, ils ont leur stratégie, ils ont les milliards qu'ils dépensent depuis tant d'années, mais ils sont de plus en plus dans le corner. Comme disent des jeunes, vous savez, ils peuvent dépenser tout ce qu'ils veulent. 2015 arrive, c'est les 100 ans du génocide, tout s'organise, il va falloir qu'ils s'expliquent. Et en même temps, il faut qu'ils expliquent à leur population, parce que, peut-être que nous en parlerons tout à l'heure, en Turquie aussi, il y a beaucoup de mouvements, la population civile. Nous avons fait d'autres émissions ici. Aujourd'hui, il y a encore des actions signée par des Arméniens et des Turcs dans Libération. Oui, qui font un rêve, qui était d'ailleurs très positif, très humain comme approche. Si vous voulez, donc on parle aussi pas seulement de génocide, clairement, mais de réparation. De réparation. Donc c'est quand même une avancée dans la société turque. Complètement. Donc il va falloir qu'ils expliquent, eux, Erdogan, Davutoglu et tous ceux qui sont dans le déni, dans la politique, mais qui sont acculés, le dos au mur cette fois-ci. Il va falloir qu'ils expliquent comment ils ont menti à cette population. Et là, on va voir comment les choses vont se passer. Alors, vous avez dit, si le président turc, le prochain président turc vient le 24 avril à Yerevan, à Tizirnagapert, là, on peut imaginer les conséquences et le résultat de cette visite. Et s'il ne vient pas, qu'est-ce que Harut Mardiosyan, la Turquie, pourrait faire d'ici là pour répondre à cette invitation? Je dirais d'abord que, pour revenir un peu en arrière, c'est que la déclaration du président Sarkissian, qui a été mûrement réfléchie, c'est pas une initiative qu'il a pris seul dans ça, on ne sait pas, dans son coin, mais dire c'est quelque chose. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'il consulte ni le peuple, ni les partis politiques, ni personne. Mais que ce soit pour aller vers l'union douanière ou pour sa diplomatie avec la Turquie. À partir de maintenant, et on l'a bien vu. Je pense qu'il y avait une concertation quand même. À travers les reprises qui ont été faites par les médias internationaux de cette déclaration, la vraie question qui va tourner autour de la Turquie, c'est allez-vous accepter ou n'allez-vous pas accepter cette demande? Et donc par rapport à ça, il est maintenant à chaque fois que cette question va revenir, le juge de paix, ça va être ça, y compris par exemple pour des pays comme les États-Unis ou d'autres choses où tout va tourner autour. Mais finalement, cette invitation, vous allez la prendre, vous n'allez pas la prendre. Maintenant, pour moi, comme pour Alexis, je pense qu'il s'agit d'une sorte de défi qui est lancé à la Turquie, c'est de faire face à son histoire et d'entreprendre le processus de reconnaissance et de réparation. Je ne suis pas sûr que la Turquie d'aujourd'hui est prête. L'État turc est prêt à cette avancée-là. Je pense qu'ils chercheront une échappatoire, une demi-mesure. Quelque chose là-dedans. On a vu des tentatives aussi, alors vous avez évoqué les condoléances, mais il y a eu des tentatives également sur la citoyenneté qui serait accordée turque, qui serait accordée aux descendants des victimes du génocide arménien. On a vu d'autres initiatives comme ça. Ce qui est aussi une reconnaissance. Mais qui est aussi une certaine forme de dire, bon voilà, on a tué vos ancêtres, etc. Et puis, hop, on vous redonne votre nationalité pour être de nouveau les vassals de l'État turc, de celui qui vous a massacré. Donc, ce qui est pas non plus très satisfaisant. Donc, à partir de là, maintenant, la Turquie va entreprendre toutes sortes de mini-initiatives comme ça. Mais le vrai juge de paix, que les médias internationaux, que les États internationaux, que la diplomatie internationale va systématiquement lui renvoyer, c'est de dire, bon, ok, ce que vous nous dites là, mais est-ce que vous allez aller le 24 avril à Zilganapert? C'est ça qui va être maintenant le cœur du débat, et à chaque fois qu'ils vont prendre une demi-mesure, on va leur rappeler, oui, mais attendez, mais du coup, vous n'avez pas répondu à la question qui vous a été posée. Et à chaque fois, on va les ramener vers ça. Bon, vous savez que Tizirnagapert, c'est un dépôt de gerbes aussi. Oui, hein, donc, évidemment. Nous avons le temps de voir la réaction ou la non-réaction de la Turquie. En attendant, on va plonger un petit peu dans le programme de Mission 2015 en France, parce que il est très important de dire à nos auditeurs, aux membres de la communauté, qu'il y a des choses qui se préparent. Nous en avons parlé sur cette antenne une fois.
Mais le temps passe vite et c'est surtout peut-être Alexis Gofian dire aux gens, aux associations, aux individus français d'origine arménienne ou pas, comment peuvent-ils prendre part à cette initiative? Il y a peut-être des gens qui ont envie d'apporter leur solidarité au peuple arménien à travers des événements, des actes. Que peut-on faire? Que peut-on dire à ces gens-là? 2015, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas l'affaire du CCAF, c'est pas l'affaire des organisations, c'est pas l'affaire de l'Arménie, c'est pas l'affaire des églises, c'est l'affaire de tout le monde. Et chaque individu, chaque association a un rôle à jouer parce que ça appartient à la nation arménienne. C'est notre patrimoine, notre identité, notre avenir, ce passé. À partir de là, tout le monde doit pouvoir se mobiliser et travailler avec la mission 2015 qui est organisée sur le plan de grandes régions avec cette grande région Nord-Île-de-France que pilote Harut Mardirosyan, comme le centre et Rhône-Alpes, comme le sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont organisés. Très simple, envoyez un mail à 2015@ccaf.info qui est le point d'entrée de toutes les propositions. D'ailleurs, il y a beaucoup, depuis notre dernière émission ici, il y a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup de propositions qui arrivent, qui sont organisées, qui sont canalisées, accompagnées très souvent, tant à Paris qu'en région, donc que les choses s'organisent. C'est l'affaire de tout le monde. Je crois qu'il faut insister et en même temps dire que chaque Français d'origine arménienne a aussi la capacité à ouvrir autour de lui, avec d'autres organisations, d'autres amis, qu'ils soient arméniens ou pas, pour qu'il y ait une vraie participation et il y ait une vraie mise en mouvement. Ce travail se fait régulièrement avec deux principes. D'abord, le premier, c'est l'amitié franco-arménienne. Il faut insister sur le fait qu'avec la France, nous avons une histoire qui n'est pas seulement celle du génocide, mais qui est bien antérieure. D'abord avec le roi Léon de Lusignan, mais aussi avec le mouvement arménophile. Harut parlera tout à l'heure dans le cadre des programmes de tout le travail qui est fait autour de Jaurès et des 100 ans de son assassinat. Ce mouvement arménophile qui a accompagné les Arméniens bien avant le génocide. Et parce que les Arméniens étaient déjà persécutés. Cette histoire est à rappeler en même temps que les Arméniens morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Dès 1914, ils se sont engagés aux côtés de la France. Ils n'étaient pas arméniens, ils n'étaient pas français. Ils n'avaient aucune raison, a priori, sauf cette amitié franco-arménienne qui est millénaire, qui a fait qu'il y ait eu ce travail de fait. Nous rappellerons cet aspect des choses cette année, pour que 2015 soit aussi mieux compris et mieux approprié en France par tous les Français et que le 2015, les 100 ans du génocide, soient bien organisés à travers ça. Donc amitié, alliance en 2014, mémoire, justice en 2015, avec aussi deux axes que nous mettons en œuvre avec Harut, indépendamment des victimes du caractère scientifique, culturel, organisationnel et politique de 2015, qu'il y ait deux caractéristiques majeures qui soient mises en exergue. C'est d'abord les enfants, les orphelins, la jeunesse, c'est aussi l'avenir, et par ailleurs les femmes. Parce que la femme arménienne, pendant le génocide et jusqu'à maintenant, a un rôle central. Elle a été victime, elle a été martyre, elle a sauvé ses enfants, elle a donné sa vie, mais aujourd'hui encore, elle a transmis la mémoire jusqu'à maintenant en diaspora. Tout le monde a des grands-mères, des grands-pères, mais surtout des grands-mères, qui ont accompagné les petits-enfants. Et la femme arménienne, aujourd'hui turquisée, islamisée en Turquie depuis le génocide, a ouvert la brèche, a fait bouger les fondamentaux en expliquant avant de mourir qu'en fait, elle était d'origine arménienne et que pendant le génocide, elle avait été turquisée, islamisée. Cette caractéristique est à mettre complètement en exergue en 2015. C'est ce que nous ferons dans le cadre d'Art d'Action à partir de Montpellier avec une équipe qui travaille déjà et avec la Croix-Bleue qui va organiser tout le dispositif d'exposition sur le Golgotha de la femme arménienne, parce que ces aspects enfants, orphelins, jeunesse, avenir
et la femme qui accompagne ça, ce sont des éléments importants qu'il faut mettre en exergue en 2015. Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il y a un cinéaste aux États-Unis, Barrett Maronian, qui a déjà sorti un film sur les orphelins du génocide et il est en train de préparer un deuxième film, mais ce sont des films qui ont pris beaucoup d'importance aux États-Unis. Ce sont un grand documentaire d'une très grande qualité et le deuxième justement est sur la femme arménienne pendant le génocide. Donc comme quoi ces deux thématiques qui sont mises en avant par ce cinéaste, c'est aussi dans la logique des choses aujourd'hui de Absolument. parler des enfants et des femmes pendant le génocide, pendant et après. Alors, Harout Marderossian, on va peut-être insister sur la partie académique, scientifique, avec cette commission de Mission 2015 qui est présidée par Yves Ternon. Et il est intéressant pour nous de savoir, alors on l'a déjà dit, c'est en mars 2015 que la conférence se tiendra à Paris. Un grand colloque international. Un colloque avec un livre qui va accompagner ce colloque parce que les articles et j'allais dire les études seront déjà présentées et publiées au moment de ce colloque. Parlons de l'impact de ce colloque parce que ce qui nous intéresse, et on l'a vu au moment de la loi sur le négationnisme du génocide arménien, il y a beaucoup d'historiens en France qui n'ont pas encore pris la mesure et l'importance du génocide et il y a une confusion totale entre loi mémorielle, entre la vérité sur l'histoire du génocide. Il y a même encore des historiens, malheureusement, ils l'ont dit, ils l'ont déclaré, ils ont des doutes sur la réalité du génocide, en France même. Donc, d'où l'importance de ce travail académique pour que plus jamais des libertés pour l'histoire confondent réalité historique, mémoire et opportunisme politique. Que faire à travers ce colloque? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? L'objectif du colloque est de retracer 100 ans de recherche. La thématique s'appelle 100 ans de recherche sur le génocide arménien et elle vise à faire une radioscopie de l'ensemble des études et des thématiques de recherche qui travaillent sur le génocide et pour démontrer effectivement premièrement que le travail de recherche sur le génocide arménien se fait partout, y compris en Turquie puisqu'il y a à peu près une dizaine de chercheurs turcs qui seront présents à ce colloque, qui viennent turcs, soit habitants en Turquie, soit habitants à l'étranger, professeurs dans des universités étrangères. Et puis, ça va être l'occasion de tracer également des perspectives de recherche. Quelles sont les nouvelles thématiques si vous vous souvenez du colloque, le dernier grand colloque qui a eu lieu en France, c'est le colloque de 1998 sur l'actualité du génocide des Arméniens qui a été organisé par le CDCA à cette époque-là. Une des thématiques de recherche qui était très à la mode à l'époque, c'était le comparatisme. On comparait les génocides entre eux. Aujourd'hui, le comparatisme est complètement rentré dans les mœurs. C'était une nouveauté en 98. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Et on va aller vers de nouvelles perspectives de travail. Et c'est l'ensemble de ces nouvelles thématiques qui vont être présentées, qui vont devenir, dans les années futures, des centres d'intérêt et de recherche, etc. Et donc, il va y avoir une quarantaine de chercheurs venus du monde entier, des 5 continents a priori, qui vont s'exprimer pendant ce colloque. Qui aura une vision totalement indépendante, qui fonctionne de manière indépendante là-dessus. Son programme est établi et qui n'est pas, ce ne sera pas une duplication de l'autre grand colloque qui aura lieu cette fois-ci à Yerevan, organisé par l'Institut du génocide, le ministère de la diaspora, le ministère de la culture, le ministère de l'éducation nationale, etc., qui aura lieu au mois d'avril 2015, mais celui qui est en France a plutôt une vocation de qualité, je veux pas dire que l'autre n'a pas de qualité, mais c'est vraiment des recherches très pointues sur la question du génocide arménien, et ça vise à établir ensuite, pourquoi aussi tracer des perspectives, c'est de rendre cette structure pérenne et de faire qu'il y ait à Paris, en France, une structure permanente de recherche et d'études sur le génocide arménien, et ça nous semble aussi très très important.
Alors, je rappelle nos auditeurs qui peuvent appeler, profitez-en parce que c'est une émission, je pense, qui peut intéresser beaucoup d'entre vous. Et si vous avez évidemment des questions du comment de votre participation à tout cela, dans les grandes lignes évidemment, parce qu'ensuite les responsables du CCF et de Mission 2015 seront, je me trompe pas, Alexis Kofian, de dire cela, à votre disposition pour répondre Absolument. à toutes vos questions et vous aider, et vous accompagner dans vos projets. Donc c'est au 01 43 53 20 74, juste pour peut-être pouvoir avoir les grandes lignes d'une participation, mais toute autre question est également permise, donc n'hésitez pas. Martin Caprian, si je peux juste, puisque on a l'antenne, remercier le docteur Yves Ternon et tous ceux qui travaillent dans ce comité scientifique international, qui est un conseil indépendant, qui n'est pas indépendant dans un cadre, qui agit dans le cadre de son indépendance académique et de recherche, et qui a cette indépendance d'esprit qu'il faut absolument conserver et encourager, et qui en même temps toutes ces personnalités, ces éminents personnages du monde de la recherche se sont mis ensemble pour travailler sur la thématique de 2015. Le colloque en est une illustration, mais il y en a d'autres. Il y a aussi des articles, des conférences, des ouvrages. Donc tout cela est produit par ce milieu intellectuel, académique, universitaire, et je crois qu'il faut les remercier très sincèrement. Il faut leur dire à quel point nous sommes reconnaissants du travail qu'ils font de manière bénévole et aussi dévouée que possible. À titre d'exemple, on travaille avec eux sur l'édition d'une brochure plaquette présentant le génocide arménien de 32 pages qui pourrait être distribuée à très grande échelle en France, et dont le contenu académique, en tous les cas, est pédagogique, parce qu'il y aura une forte partie pédagogique à l'intérieur pour que ça puisse être accessible à des professeurs d'histoire, de géographie, etc. Et à la jeunesse. Donc on travaille avec eux sur ce document, et qui sera diffusé l'année prochaine. Alors nous avons un auditeur en ligne avec nous. Allô, bonjour. Allô. Oui. Allô, bonjour. Je voulais, j'ai eu une idée assez dangereuse, je dirais. Je vous explique. Est-ce que l'Azerbaïdjan peut déclarer une guerre contre l'Arménie, contre Karabakh et l'Arménie, sous l'influence de la Turquie, pour que le 100e anniversaire sera neutralisé, quoi? Merci pour votre question. C'est vrai que on peut penser à tous les scénarios. Tout peut arriver. En-delà de 2015, déjà, il y a des menaces, et on voit chaque semaine, même encore cette semaine, qu'il y a eu des attaques azéries sur la ligne de front. Il y a eu un officier mort, et c'est toutes les semaines. Mais est-ce que pour 2015, ça peut être dans la stratégie azéro-turque de provoquer quelque chose pour faire oublier 2015? Écoutez, tout est possible. Tout est possible. L'Arménie est en tous les cas prête. Elle l'a dit à plusieurs reprises. La République du Karabakh aussi. Ils sont prêts à toute éventualité. Et je crois que la nation arménienne, dans sa globalité, est également prête. Donc, c'est possible. Mais ce n'est pas que pour 2015. Il y a d'autres éléments d'enjeux politiques. Mais en tous les cas, cette éventualité n'est pas à écarter. Alors, puisque l'auditeur pose la question, on s'écarte du sujet des programmes de Mission 2015 oui, là, pour poser oui. cette question. Non, mais c'est intéressant parce que on n'évoque jamais assez, dans le cadre de la non-reconnaissance de la Turquie du fait du génocide, on n'évoque jamais assez ce danger qui plane sur nos têtes d'un deuxième, je ne vais pas dire d'un deuxième génocide, en tout cas d'un danger sécuritaire, militaire qui plane sur l'Arménie, parce que on le dira jamais assez. En 93, la Turquie programmait l'invasion de l'Arménie, qui a été stoppée à la dernière minute, nous dit-on, par les Russes à l'époque. Mais reconnaître le génocide, c'est pour les Arméniens se dire enfin, ils l'ont reconnu, ils ne le referont jamais. Mais tant qu'il n'y a pas de reconnaissance, on a, entre guillemets, peur que ça arrive.
Absolument. Je crois que il faut que tout le monde soit conscient que la reconnaissance par la Turquie du génocide, indépendamment de l'aspect de la mémoire, de la justice, des réparations, est aussi quelque chose de très important pour la sécurité et la survie de l'Arménie et pour le rétablissement des relations diplomatiques, pour l'ouverture de la frontière et tout ce qui va, je dirais, de manière globale autour de cette question. C'est éminemment important et politique. D'ailleurs, nous l'avons toujours intégré en France comme ailleurs dans le cadre du travail qui est fait par les organisations politiques et communautaires. Ça, c'est absolument évident. Mais vous savez, toutes ces questions sont complexes et souvent faisant appel à des paramètres eux-mêmes très complexes. Il faut les regarder avec beaucoup d'attention et aussi il y a des lieux où on peut parler de ça, d'autres il faut les écarter. Ce qui est certain, c'est que les questions du danger de la position de la Turquie et de l'Azerbaïdjan sont éminemment scrutées, regardées. Je suis persuadé, je le sais, par l'Arménie, par la République du Karabakh, puisqu'ils travaillent ensemble, mais aussi par les organisations arméniennes, lorsque la FRA ou l'UGAB ou d'autres travaillent sur ces questions. Il y a un cadre global, et ce cadre global est aussi pour que, justement, plus jamais il puisse y avoir un génocide. 94 de cessez-le-feu, c'est l'Arménie qui gagne. La République du Karabakh, aujourd'hui, elle est arménienne. Et la question, c'est de savoir comment les choses peuvent aller dans les mois et années qui viennent. Mais il y a les gesticulations, il y a aussi la réalité. La réalité, c'est plus de notre côté, je crois. Et la réalité, c'est que l'Arménie et le Haut-Karabakh ont tous les deux des armées assez puissantes aujourd'hui, contrairement à ce que nous avions dans le passé, et puis, que nous n'avions pas dans le passé. En tous les cas, on le voit bien, le ministre de la Défense, Ceylan Ohanian, ou le ministre de la Défense du Karabakh, lorsqu'ils parlent, ou les présidents, ils disent oui, mais qu'ils viennent. Alors, nous avons un autre auditeur. Allô? Allô, Paladin. Rametik. Rametik. Նախարարչին ես կուզեմ պատասխանը տալ նախկին հերազանգողին եւ իրեն հանգստացնել Ադրբեջանը եթե հանկարծ ցանկանա մի հատ ոտնձգություն դա կլինի Ադրբեջանի վերջին օրը քանդվի Ադրբեջանը մի քանի երկրներ կեղնեն այնտեղ այդ մեկ իսկ երկրորդը ես կոչ եմ անում բոլոր մեր մասնակիցներին հայդատի մենակ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը եւ հատուցումը մի կուսակցության կամ մի ինչ-որ կազմակերպության գործ չէ, ամբողջ հայության գործն է, վասն հայրենիած, վասն հավատքով։ Շնորհակալություն։ Եկեղեցու հետ, բայ։ Շնորհակալություն. Donc notre auditeur dit si l'Azerbaïdjan ose faire quoi que ce soit, ce sera la fin de l'Azerbaïdjan. C'est vrai que c'est très important d'avoir cette motivation et on n'est pas en 1915, on est en 2015 et les Arméniens sont prêts à tout aujourd'hui, aussi bien psychologiquement que matériellement désormais, et que la question du génocide arménien n'est pas la question d'une seule organisation, c'est la question qui concerne nous tous. Donc, c'est ce que nous avons dit. Ce que nous avons dit, c'est effectivement le sens de cette démarche internationale, de cette coordination internationale qui amène tous les pays à travailler, à œuvrer dans le même sens. Et toutes les forces vives. Et toutes les forces vives. Alors, ce qui est très important et intéressant à signaler, qu'avec le temps, il y a une évolution interne aussi chez les Arméniens, et que aujourd'hui, la question de la reconnaissance, même si elle est toujours à l'ordre du jour dans le monde entier, mais surtout par la Turquie elle-même, pays criminel, c'est surtout la revendication, l'esprit de revendiquer, de demander aussi bien des territoires que des réparations. Ça devient aussi, dans l'esprit de l'ensemble des Arméniens, une question primordiale, centrale. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que après 2015, le grand point sur lequel, la grande question sur laquelle les Arméniens vont encore
entre guillemets, embêter la Turquie, c'est sur la question des réparations. 2015, ça n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle perspective pour les Arméniens. C'est clairement inscrit dans l'agenda, y compris dans l'agenda international dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que nous avons un auditeur en ligne? Allô, oui? Allô? Allô? Oui? Բարև Ռամեցեք. Ֆլորանա Մարտիրոսյան, ես Ադրբեջանում Վարդաշեն գյուղում եմ ծնվել։ Վարդաշենը Վարդան Մամիկոնյան անվան գյուղն է, որ Եղեշ Արաքելի իսկական գերեզմանը մեր գյուղումն է թաղած, ուրեմն էդի մենք արմատները հայ ենք, հայ հող է էդի, բայց ամբողջ այդ լուսում են տերիտորիայի մասին, Վարդաշենի մասին ոչ մի բան չեն խոսում։ Այո։ Եվ այսօր օրը Պրեզիդենտը փոխել է անունը, դրել է Օղուս, Արտիվ Սարի։ Այո։ Եվ շատ ցավոք սրտով ես երազում եմ վերադառնամ իմ գյուղը, իմ երկիրը։ Այդ մեր Ադրբեջանի որ կողմից էր գյուղը։ Մտնում է ձեր այս պլանների մեջ։ Հա, լավ, շնորհակալություն հարցումի համար։ Merci. Donc la question, notre auditrice, elle est d'Azerbaïdjan, donc c'est un village arménien, Vartashen, dont on a changé le nom depuis. Le village s'appelle désormais Orud, si j'ai bien compris. Et c'est là que Vartan Mamikonian serait enterré. Donc c'est un village complètement arménien. Et elle a envie de retourner dans son village un jour. Alors, évidemment, là encore, on n'est pas dans le sujet, mais on comprend la douleur de cette dame, notre auditrice, qui, comme tous les gens qui sont déracinés, là, elle a envie de retourner à son lieu de naissance, tout simplement. On ne peut que comprendre cette demande tout à fait légitime, mais dans le cas actuel des choses, je crains que ça soit un peu compliqué. Alors, nous regardons si nous avons d'autres auditeurs. Non, pas vraiment. Alors, revenons à nos programmes. Alors, moi, je voudrais quand même, Alexis Gofian, que vous nous disiez si vous... dans le monitoring qui se fait, est-ce que les réactions de la Turquie, sur le plan officiel, mais aussi, d'après ce qu'on sait, il y a un comité rattaché au Premier ministre qui s'occupe de cette programmation, de cette politique anti-reconnaissance du génocide. Est-ce que vous voyez ici et là des signes à ce qui se prépare? Je le disais tout à l'heure, Davutoglu dit on va contrer tout ça, on va suivre ce que feront les Arméniens. Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur la réaction des Turcs à ce que nous préparons? En tout cas, il y a une présence permanente. Chaque fois qu'il y a de grands objectifs ou de grandes programmations, il y a tout de suite la Turquie, ses officines, son organisation qui viennent pour faire des pressions et continuer à dire non, il faut pas faire ça parce ça, que par exemple si vous le faites, par exemple, ça peut être dans le cadre du Vatican, dans le cadre du gouvernement français, ça peut être dans le cadre du gouvernement américain ou des organisations internationales. Le fait de dire ça va remettre en cause nos relations, ça sera une insulte à la Turquie, etc., etc. Donc ils sont dans cette logique. Mais ce qui est certain, c'est que ils se préparent véritablement. Et ils ont raison. Ils se préparent à quelque chose d'exceptionnel en 2015. Et ils veulent contrer ça. Parce qu'ils savent que s'ils ne le contrent pas, après ça va être très difficile pour eux. Je parle de l'État, hein. Je parle pas du peuple. Vous savez qu'il faut toujours faire la distinction entre les deux. La société civile, c'est une chose. L'État, les appareils politiques, c'est autre chose. Mais ils savent que là, on est à un basculement, à quelque chose d'important. Et c'est sans doute leur dernière carte avant de faire autre chose qu'ils sont en train de jouer. Et là, ils mettent le paquet. Ils mettent les budgets. Ils ont organisé leur système négationniste en renforçant leurs équipes diplomatiques dans les différents pays. On l'a bien vu à Paris. Ils sont venus, ils ont organisé pour contrer, pour être sans arrêt à nous regarder et puis à intervenir. Nous le savons, les organisations le savent bien, qui organisent ça. Ils sont dans cette logique-là.
mais ils peuvent continuer. La manière dont les choses s'organisent, c'est plutôt autre chose. Et d'ailleurs, pour la partie politique, ils ont aussi, vous le savez, voulu organiser, peut-être qu'ils vont y arriver, à commémorer à Gallipoli, qui est un 25 avril. Ils ont voulu même le faire le 24 avril, oui. Comme par hasard. 24 avril 2015, à Istanbul ou à Ankara, et avoir les différents responsables des pays. En tous les cas, certains ont déjà répondu, comme le président de la République, François Hollande, comme quoi lui, il sera à Yerevan. Oui, je crois que... Parler du Premier ministre australien. Non, mais je voulais faire une boutade. Si vous voulez, tout ça s'organise. Ils sont sans doute en train de chercher toutes les actions possibles. Il ne faut pas les sous-estimer. C'est redoutable comme appareil politique, diplomatique. Ils ont beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêt entre les États et beaucoup de relais, y compris militaro-industriels. Donc il ne faut pas les sous-estimer. Mais à un moment donné, tout ça ne suffit pas. La vérité doit éclater. Alors, revenons à Ruth Martirosyan, à l'essentiel du programme Mission 2015. On a parlé de ce colloque scientifique, mais Alexis Gossian nous a parlé des grands axes, les enfants, la femme arménienne. Oui. Mais combien d'événements aura-t-on à peu près à cette date, ce qui est fixé à cette date-là? À cette date-là, on a déjà plus d'une centaine d'événements en France, de tout niveau, c'est-à-dire que ça peut aller du grand colloque qu'on a évoqué tout à l'heure à une conférence dans une municipalité ou une exposition ou une représentation de théâtre, etc. Donc là-dessus, je voudrais attirer l'attention, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a depuis notre dernier passage ici, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés. Il y a aussi des gens qui peuvent se manifester même s'ils n'ont pas d'idée précise de ce qu'ils veulent faire, parce que nous avons élaboré des kits qui peuvent, et on a déjà des suggestions à pouvoir leur faire. Au titre justement de cette collaboration internationale, je peux citer que nous allons avoir 2 expositions du musée du génocide de Yerevan. Quand je dis 2 expositions, c'est 2 expositions séparées, mais l'une qui est une exposition sur le génocide arménien va être diffusée en français à une vingtaine d'exemplaires. Donc 20 endroits, 20 villes pourront avoir en même temps la même exposition. Et donc quand on est dans une toute petite ville, dans un village, on peut parfaitement prendre contact avec nous et on va planifier le fait que cette exposition puisse tourner dans ce village, dans cette ville, pour pouvoir être exposée, pour que les habitants du village connaissent également la question du génocide arménien. Donc il y a ce genre d'initiatives qui peuvent être prises et il y a déjà une centaine d'événements qui sont prévus. On en a présenté à cette réunion internationale qu'une vingtaine qui sont les événements entre guillemets, je veux pas les appeler de majeurs, mais les événements les plus importants, sur lesquels nous on va mettre le poids, parce qu'ils représentent une dimension médiatique et comment dire, pas spirituelle, mais dans l'esprit très très important. Mais il y en a bien d'autres qui vont se faire à travers toute la France. Alors, et dans des endroits les plus reculés. Hein. Oui, c'est justement. Je voulais vous poser la question. Oui. Si je me trompe pas du chiffre, c'est environ 26 000 mairies en France. Donc 36 000. Combien? 36 000. 36 000 communes. Ouais. Donc, est-ce que les communes de France peuvent, d'une manière ou d'une autre, s'associer à 2015? Bien sûr, justement. C'est le travail. C'est le travail. Je vous dis, nous avons 20 expositions. Parce que je permanentes. suis pas sûr que les Turcs arrivent partout, même s'ils sont très souvent au niveau de la diaspora, mais aussi de l'ambassade, capables de faire avec les grands industriels pas mal de lobbying. Mais il y a sûrement en France des gens très sensibles à la question qui touche aux droits de l'homme, à la vérité, à la justice. Et là, je pense qu'on peut toucher ces âmes sensibles qui voudront faire de la pédagogie autour d'une question importante. Je vous donnerai pas le nom du lieu parce que on grillerait ceux qui travaillent, mais nous avons des actions dans des villes et villages où il y a une présence très forte de la communauté turque, et quelques Français d'origine arménienne arriveront à organiser 2015 avec le rectorat, avec la mairie, avec les collectivités, pour qu'il y ait non seulement une exposition, un colloque, mais aussi des rencontres avec les étudiants, avec les élèves des collèges et des lycées. Et ce travail se fera malgré
la forte pression qui vient de l'autre côté. Donc, ce lieu, vous le saurez quand ça sera officiellement sur le programme. Alors, je voudrais pas griller ceux qui y travaillent. Alors, on sait que à travers le monde, en France également, il y a des Turcs qui sont eux aussi sensibles à cette question. Il y a des signataires de pétitions, il y a des gens qui, malheureusement, ils sont pas très nombreux. En tout cas, ceux qui se manifestent ne sont pas très nombreux. Est-ce que vous avez déjà eu une proposition d'un Turc qui voudra faire quelque chose pour 2015? Pas en France, mais il y a des choses, notamment, alors pas tout à fait. Je corrige ce que je viens de dire. Il y a notamment des ouvrages qui sont en préparation et des documentaires qui sont en préparation, qui sont réalisés soit par des Turcs, soit par des cinéastes ou des écrivains turcs, et qui vont parler de cette question. Alors souvent c'est par le biais de la redécouverte dans leur famille ou dans des proches, etc., de leurs origines arméniennes. Il y a un certain nombre d'initiatives qui peuvent être prises. Et c'est plus aussi dans l'association. Il y a un certain nombre d'associations qui vont faire des conférences, etc. Et ils invitent également la communauté turque à venir. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le colloque historique, il y aura une dizaine de chercheurs turcs qui vont venir. Dans la question sur les réparations, on évoquait tout à l'heure, il y aura un certain nombre d'intellectuels turcs qui vont également venir pour dire comment en Turquie on peut rendre justice au peuple arménien. Comment cette question des réparations peut-elle émerger au sein de la Turquie et de l'État, de la société civile turque? Donc non, c'est pas simplement de définir quelle est la liste des réparations, mais c'est aussi comment la société va s'accaparer cette question et va effectivement entreprendre le processus de réparation. Donc à chaque fois, il y a la société civile turque est prise en compte. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut être à la fois d'une certaine façon un peu vigilant avec qui on le fait, et je dirais que les choses s'organisent naturellement. Parce que je crois qu'il faut être ni naïf ni angélique, voilà. Mais en même temps il faut accompagner, parce que il y a aussi un mouvement. Dans la mesure où les gens on peut pas l'ignorer. Parce que j'imagine quand même qu'il y a des gens, des Turcs, qui ont envie de dire à leur gouvernement: stop, ça suffit. Oui, ça fait 100 ans que vous avez engouffré dans une histoire pas possible. On n'en peut plus. On a honte. On ne sait pas comment expliquer ça à nos enfants, à nos voisins français, à nos amis peut-être arméniens. Il y en a marre. Je n'en peux plus. Bien sûr. Oui, bien sûr. Tout le monde sait en Turquie, et de plus en plus qu'il y a eu un génocide, tout le monde sait qu'il y a quelque chose à faire. Il y a ceux qui savent ce qu'il faut faire, et ce sont encore des gens minoritaires, mais il y a de plus en plus de mouvements, d'organisations, ce qui fait que ce que l'on disait tout à l'heure s'organise ainsi dans ce pays. D'où l'importance de ne pas stigmatiser la société civile turque et ne pas dire tout le monde est dans le même sac. Il y a l'État qui est dans ses bottes négationnistes, parce que ils ont, vous savez, tous des intérêts. Ils sont tous assis sur les biens arméniens. Ça fait 100 ans que ça dure. Les territoires, mais aussi les biens à Istanbul comme dans tout le pays. Et il y a effectivement une peur sur. Vous dites à Istanbul, dans tout le pays. Il y a même le palais présidentiel à Ankara qui appartient à la famille. Pakeshian. Oui, ou l'école d'Erzurum, qui a été le lieu d'organisation du premier congrès de Mustafa Kemal en 1919 ou 1920, je me souviens plus de la date. Mais vous voyez, donc c'est tous ces fondamentaux qui vont tomber. C'est dans une école arménienne. Et pourquoi une école arménienne? Parce qu'elle a été récupérée par les forces turques pendant le génocide. Donc si vous voulez, c'est tout ça qui doit changer. Mais le peuple aujourd'hui, la société civile, les jeunes surtout, ils veulent passer à autre chose, parce que pas tous encore. Beaucoup. Oui. Honnêtement, quand on est sur place et qu'on discute avec eux, en tous les cas, dans leur tête,
Effectivement, il y a un génocide. 2, il faut passer à autre chose. Après, il y a la façon de dire et de faire, mais il faut aussi qu'on accompagne tout ça. Il y a aussi encore une grande partie de la jeunesse qui fait des manifestations en présence du ministre de l'Intérieur. C'était il y a à peine un an et demi, et sur des nationalistes qui mettent sur des banderoles les bâtards arméniens, etc. Mais ça, vous savez, on peut manipuler ce genre de choses. Donc, mais il faut plutôt être dans l'accompagnement. Alors, pour terminer cette émission, Rajoute Mardi-Rossian, nous parlions en début d'émission de la possibilité de créer des échanges avec les autres communautés. Alors, si on peut juste 2-3 grandes idées que vous avez pu découvrir, des initiatives intéressantes. C'est intéressant pour nous de savoir, et aussi sur le programme de la commission centrale. Vous avez parlé d'exposition, mais qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme événement? Parce que là, on imagine bien le 24 avril 2015, mais durant toute l'année, quels sont, en termes d'événements, les grands axes? Alors, sur les grands événements, on va en citer quelques-uns. Premièrement, vous savez qu'il y a tous les 2 ans, donc ce qu'on appelle une biennale d'art contemporain qui se tient, qui est la plus grande biennale mondiale, qui est celle de Venise. Et l'année prochaine, ce seront des œuvres dédiées au génocide arménien qui seront exposées lors de la biennale de Venise. Donc tous les touristes qui iront à Venise et visiter ce musée là-bas pourront voir des œuvres qui tournent autour du génocide des Arméniens, et c'est un point très important, c'est un événement majeur. Ce qui est organisé en coopération avec le ministère de la Culture arménienne, point important. En Amérique latine, à titre d'exemple, il va y avoir l'ouverture financée par l'État argentin et l'État uruguayen de 2 musées dédiés au génocide arménien, qui auront une volonté pédagogique, qui vont permettre à ce que les élèves des écoles, puisque c'est inscrit au programme, de pouvoir aller dans ce musée et voir et se familiariser avec cette question. Donc là aussi, c'est des événements assez importants, et à noter encore une fois que ce n'est pas des initiatives de particuliers ou d'organisations, mais c'est bien l'État argentin et l'État uruguayen qui financent ces 2 musées du génocide arménien, qui travailleront en coopération, bien entendu, avec le musée du génocide de Yerevan. Au Liban, au-delà de tout ce qui est conférences, expositions, etc., on a eu une initiative très intéressante qui nous a été présentée. Ils veulent que le courant du mois d'avril 2015, pas le 24 avril, mais autour du mois d'avril, de célébrer en même temps sans mariage et sans baptême, pour manifester la renaissance du peuple arménien après cette question-là. On trouve que sur la symbolique, c'est vraiment très fort. Ça se passerait sans doute à Antillas, mais de manière en commun, sans mariage et sans baptême, pour symboliser la renaissance du peuple arménien. Et on trouve que là, voilà, il y a des idées qui sont relativement fortes. C'est une bonne idée. Il y a une bonne image. En tous les cas, il va y avoir une image à garder autour de ça. Vous allez la reprendre, cette idée? Ça va être un peu plus compliqué en France pour faire attendre tous les jeunes mariés, mais après il y a d'autres idées. C'est à examiner. Après il y a d'autres idées qui nous paraissent pour l'instant un peu plus pas farfelu, mais en tous les cas plus anecdotique, on va le qualifier comme ça. Il y a dans l'idée de faire des grands shows dans des stades, etc. Nous, ça nous paraît en tous les cas pas correspondre à l'image que l'on voudrait donner, en tous les cas en France. Mais bon, voilà, il y a certains pays, notamment la Russie, mais ça correspond aussi à la culture du pays, où la Russie voudrait organiser un grand rassemblement dans un grand stade. Par contre, en termes de grand rassemblement, ce qu'on peut annoncer d'ores et déjà, c'est qu'il va y avoir la béatification commune de l'ensemble des 1 500 000 victimes du génocide arménien, qui sera célébrée par les 2 cathorigos à Etchmiadzin, mais au-delà des 2 cathorigos, toutes des églises. Il y aura les patriarches, et ils vont inviter les représentants des églises du monde entier à venir s'associer ce jour-là. Patriarche de Russie, patriarche de Roumanie, patriarche de Jérusalem, etc. Donc ça va être un point d'orgue important. Et
parallèlement à cette béatification, il y aura des grandes messes de béatification qui seront célébrées dans les grandes capitales du monde entier pour continuer sur cette démarche-là. Et Paris sera une des étapes de cette grande messe. Et donc on a inscrit maintenant ça dans le programme. Donc il va y avoir ce genre d'événement. Alors même en France, je sais que les églises catholiques de France, le 24 avril, les clochers. Les cloches, oui, tout à fait. Mais là, indépendamment de ça, la présence du catholicos de tous les Arméniens à Notre-Dame pour célébrer une messe écuménique. Donc à l'intérieur, et pourquoi pas sur le parvis, si la population, si on suit cette manifestation, de pouvoir avoir via des retransmissions sur un écran géant, une grande messe qui serait célébrée à Paris pour de béatification des 1 500 000 martyrs. Alors, on voit bien qu'il y a quand même un programme assez riche, assez intéressant, et ça n'est pas fini, parce qu'on a encore du temps devant nous. En France, l'année 2015 commence à l'automne 2014 avec des initiatives multiples. Nous aurons l'occasion sûrement de revoir, de rediscuter ensemble de tous ces programmes. Vous rappelez, Alexis Goffian, le mail pour que les gens désireux à vous rejoindre ou à organiser des manifestations, de prendre contact avec vous? C'est très simple, 2015@ccaf.info. INFO. Il y a aussi la page Facebook, la page Twitter et le site internet. J'encourage tout le monde à y aller et à nous dire ce qu'ils en pensent. Indépendamment du travail et des programmes que les uns et les autres peuvent proposer, nous avons aussi besoin de gens qui peuvent travailler, qui peuvent donner un peu de leur temps, et nous sommes toujours demandeurs d'avoir la collaboration et la coopération du plus grand nombre, parce qu'il faut partager cela dans la communauté, et il faut que tout le monde se sente pleinement investi, qu'ils n'hésitent pas à contacter Harut Mardi-Rossian pour dire ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent faire. Nous aurons toujours, en tous les cas, un grand plaisir à les accueillir, n'est-ce pas, Harut? Tout à fait. Alors, Harut Mardi-Rossian, référent Île-de-France pour la mission 2015. Tout le Nord, le Grand Nord. Le Grand Nord, mais également il y a... Vous savez, ça va jusqu'en Vendée. Hein. Voilà, donc il y a le centre et il y a... Ça va de l'Alsace jusqu'en Vendée, donc c'est déjà donc pas mal. La responsabilité est importante sur les épaules de Harut. Il y a la région centre et à la région sud. Donc vous pouvez faire appel aux correspondants. Le sud qui va de Toulouse jusqu'à Nice-Monaco, donc c'est aussi, voyez, des régions importantes et il y aura des actions. Donc d'où la nécessité de mobiliser le plus grand nombre. Merci Harut Mardi-Rossian, merci Alexis Goffian, président de la mission 2015, et merci à nos auditeurs qui nous ont appelés et qui nous ont suivis. À la semaine prochaine. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.